Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va s'intéresser au spectre atomique et aux échanges d'énergie entre l'atome et le milieu extérieur. Alors, on va parler en premier lieu des énergies d'un atome. On va réaliser l'expérience Hertz. Dans l'expérience de Frank Hertz, on fait circuler un faisceau d'électrons dans un tube à vide contenant du mercure gazeux. À vide contenant du mercure gazeux, et ici on a une cathode, ça c'est la grille jouant le rôle d'anode, et on a un capteur qui sert à compter les électrons qui atteignent ce capteur. Alors le tube, on a dit, contient une triode, c'est-à-dire un dispositif composé d'une cathode K, d'une grille G jouant le rôle d'anode et d'un capteur C. Les électrons émis par la cathode sont accélérés et peuvent alors entrer en collision, c'est-à-dire en choc, avec des atomes de mercure qu'ils rencontrent sur leur parcours entre la cathode et la grille. Le capteur C, appelé aussi électrode de comptage, est porté à un potentiel légèrement inférieur à celui de la grille. Il sert à récupérer les électrons possédant une énergie cinétique suffisante pour l'atteindre. Donc vous voyez ici que la grille, elle est portée à un potentiel positif, donc va accélérer les électrons qui sont produits par effet thermoélectronique, ici à la cathode, donc vont être accélérés, et par la suite le capteur, vous voyez, il est porté à légèrement inférieur à celui de la grille, afin de ne laisser atteindre C que les électrons qui ont une énergie cinétique suffisante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour différentes valeurs ici de UG, c'est-à-dire pour différentes valeurs des énergies cinétiques des électrons émis de la cathode, qu'est-ce qu'on va faire? On fait varier l'énergie cinétique EC des électrons émis par la cathode vers la grille. On compte par unité de temps le nombre NE d'électrons émis par la cathode et le nombre NC d'électrons qui atteignent le capteur. Les variations du rapport NC sur NE en fonction de EC sont représentées dans le graphe suivant. Alors, dans ce graphe, donc, on a des variations de NC, le rapport de NC sur NE en fonction de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'on a dit? En réalité, comment on compte le nombre d'électrons qui atteignent le capteur par unité de temps? En réalité, on utilise ici un ampère-mètre. Lorsque UG augmente, l'intensité IC augmente. Et vous voyez ici que le rapport, tant que EC en EV, on rappelle qu'un EV, un électron volt, est égal à 1,6 10-19 joules. Lorsque EC est inférieur à la valeur 4,9, ce rapport est égal à 1. Que signifie ce rapport est égal à 1? C'est-à-dire NC est égal à NE. Autrement dit, le nombre d'électrons qui atteignent le capteur par unité de temps est égal au nombre d'électrons émis par la cathode par unité de temps. Autrement dit, les électrons qui sont émis atteignent aucune énergie. Mais à partir où la valeur de EC atteigne la valeur 4,9 électron-volts, à ce moment-là, vous voyez que ce rapport, il chute, il devient inférieur à 1. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'électrons émis de la cathode, en rencontrant, qu'est-ce qu'on a dit dans le tube, on a de la vapeur du mercure à l'état gazeux. Au cours de leur parcours, les électrons vont rencontrer des atomes de mercure à l'état gazeux. Puisque ce rapport devient inférieur à 1, il y a un certain nombre d'électrons qui perdent une certaine énergie cinétique. C'est pour cela que ces électrons n'atteignent pas le capteur, puisqu'on a dit
qu'il est porté à un potentiel supérieur au potentiel de la grille. Mais à partir de ce moment-là, vous voyez que ce rapport reste constant. Au moment où EC atteint la valeur 9,8 eV, ce rapport chute de nouveau. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'électrons qui perdent une certaine énergie cinétique. Et de nouveau, et vous voyez comme si on a un phénomène périodique tous les 4,9 électronvolts. 4,9, ici 9,8, c'est 2 fois 4,9. Ici, on a 14,7. Si ces électrons perdent une certaine énergie cinétique, donc, c'est-à-dire, cette énergie perdue, elle est transférée à un autre corps. Or, on a dit que les électrons vont rencontrer pendant leur parcours des atomes de mercure à l'état gazeux. Alors, si on essaye d'analyser plus ce phénomène, alors, on a dit que la variation de l'intensité du courant reçu par le capteur est mesurée en fonction de l'énergie cinétique des électrons, ce qui nous a permis de déterminer en fin de compte la valeur de IC, par la suite le rapport de IC sur UE. Il est ainsi possible, on a dit, d'en déduire les pertes d'énergie des électrons lors des collisions inélastiques. Donc, l'expérience montre que les chocs sont de deux types. Des chocs élastiques où il n'y a pas de transfert d'énergie des électrons émis avec les atomes de mercure percutés. Les électrons gardent donc leur énergie et le rapport NC sur NE reste constant. Et il y a des chocs inélastiques. Et dans ce cas, les électrons émis par la cathode vont percuter les atomes de mercure et cèdent une partie de leur énergie. D'où la chute de la valeur du rapport NC sur NE. Donc on a dit qu'on a deux types de chocs. Soit un choc élastique, et à ce moment-là, les électrons ne cèdent aucune partie de leur énergie cinétique. Le rapport IC sur IE et par suite NC sur NE reste constant. Il y a des chocs inélastiques. À ce moment-là, les électrons cèdent une partie de leur énergie cinétique aux atomes de mercure et le reste, ils le gardent sous forme d'énergie cinétique. Et bien sûr, puisqu'ils ont perdu une partie de leur énergie cinétique, ils peuvent ne pas atteindre le capteur. C'est pour cela le rapport IC sur UE diminue. Et vous avez vu que les valeurs absorbées d'énergie ou bien reçues, transférées de l'électron à l'atome, sont des valeurs, la valeur chaque 4,9 électronvolts, uniquement il y a un transfert d'énergie de l'électron à l'atome. Donc, l'atome ne peut prendre que des valeurs bien déterminées. Et d'autres expériences avec d'autres vapeurs d'atomes de nature différente, de l'hydrogène, de sodium, d'argon, ont permis, en fin de compte, d'en déduire qu'un électron d'énergie cinétique EC peut céder l'énergie lors de sa collision avec un atome. Cette énergie transférée ne peut prendre que des valeurs, on a dit, particulières. Et l'expérience de Frank et Hertz met en évidence, en fin de compte, la quantification du transfert d'énergie entre un atome et un électron. D'une manière générale, on a conclu que les variations d'énergie de l'atome sont quantifiées. L'atome ne peut exister que dans des niveaux d'énergie bien définis. Dans son état le plus stable, dit état fondamental, un atome est au niveau d'énergie le plus bas. Et les niveaux d'énergie supérieurs correspondent à des états excités. Donc on a dit le niveau le plus bas, le plus stable, c'est l'état fondamental.
Et les niveaux d'énergie supérieurs sont des états excités. Et le passage d'un atome, d'un état de niveau d'énergie En à un niveau d'énergie Em est appelé une transition. Alors, comme on vient de le dire, on a parlé d'une transition. On va s'intéresser maintenant au spectre d'absorption d'un atome. Alors, si on fait traverser un tube contenant de la vapeur de mercure sous faible pression, mais à température moyenne, par une lumière blanche. La lumière transmise est dispersée par un prisme, on obtient le spectre suivant. Alors le spectre obtenu, le spectre visible ici, les longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 750 nanomètres. Ça nous rappelle le spectre de la lumière blanche, mais la différence, vous savez que le spectre de la lumière blanche est continu, en allant des radiations violettes aux radiations rouges dans le spectre visible. Mais le spectre obtenu ici présente certaines cannelures. Il y a des raies noires. Donc ça prouve qu'il y a des raies qui sont absorbées, des radiations qui sont absorbées. Donc on observe des raies noires sur le fond du spectre contenu de la lumière blanche. Les atomes de mercure ont donc absorbé certaines radiations monochromatiques. Et le spectre obtenu de la lumière blanche, on parle du spectre d'absorption du mercure. Mais vous avez vu en première année secondaire, en deuxième année, que la lumière transporte de l'énergie rayonnante. Le fait qu'il y a absorption d'une radiation, c'est-à-dire les atomes de mercure ont absorbé une certaine quantité d'énergie. Or, on a dit que le niveau d'énergie d'un atome sont quantifiés. Et par suite, l'atome ne peut échanger que certaines quantités d'énergie avec le milieu extérieur. Ici, le milieu extérieur n'est autre que la lumière. On parle de la lumière, donc la lumière a cédé une partie de son énergie de mercure. Mais l'énergie cédée ne sont que des valeurs bien précises qui correspondent aux radiations ici absorbées, ce sont ici les raies noires. Alors, si on passe maintenant à l'absorption, donc on a vu que de certaines radiations monochromatiques, donc d'énergie rayonnante, vient de confirmer la quantification des niveaux d'énergie d'un atome et par suite des échanges d'énergie de l'atome avec le milieu extérieur. Donc il existe plusieurs niveaux d'énergie. Ici c'est l'état fondamental et les autres états supérieurs sont les états excités. Donc vous voyez ici un niveau à un autre, du niveau fondamental, de l'état fondamental à un état excité, ou bien d'un état excité à un autre état excité supérieur, on a plusieurs valeurs d'énergie qu'on peut observer pour passer d'un état à un autre. Donc ceci explique le nombre qu'on a trouvé de raies absorbées, c'est-à-dire on a plusieurs valeurs d'énergie absorbée. Or, si on a ces absorptions d'énergie d'un niveau à un autre, cette absorption provient, en fin de compte, de la rencontre de la lumière avec les atomes de mercure. Or, comment la lumière peut céder une quantité bien déterminée aux atomes de mercure? Donc, l'unique explication, on doit admettre que la lumière a entré en choc
avec les atomes de mercure, comme c'est le cas avec les électrons. Si on dit que la lumière entre en choc avec les atomes de mercure, c'est que la lumière, elle a un aspect corpusculaire. Donc on doit admettre que la lumière, elle est formée par des petites particules, mais on sait très bien que la lumière n'a ni masse ni charge, donc ces particules n'ont pas de masse, n'ont pas de charge, mais qu'est-ce qu'ils ont? Donc ils ont de l'énergie. Et bien sûr, on a vu que la lumière, que les atomes de carbone ont reçu uniquement des quantités bien déterminées. Or, pour que les atomes de mercure absorbent une quantité bien déterminée, il faut admettre que ces particules qui constituent la lumière, donc, ont, pour une radiation monochromatique donnée, ont tous la même quantité d'énergie, qu'on appelle quantum d'énergie. Et ces particules, on a donné le nom à ces particules, on appelle ça quantum d'énergie, ou bien on les appelle des photons. Alors, comme on vient de le dire, pour interpréter un spectre d'absorption de raies, on admettra que chaque radiation lumineuse monochromatique de longueur d'onde lambda est constituée d'un flux de particules appelé photons. Ces photons sans masse et sans charge transportent la même énergie W, appelée quantum d'énergie de valeur W, est égal à Hc sur lambda, qui est égal à H nu. Nu est égal bien sûr à C sur lambda si on parle d'une radiation dans le vide. C est la célérité de la lumière dans le vide, qui pratiquement est égale à celle de la lumière dans l'air. Donc, et chaque radiation monochromatique est caractérisée par une fréquence bien déterminée. La constante H, qui est déterminée expérimentalement, elle est égale à 6,626 10-34 joules fois seconde, représente la constante de Planck. Et nu, on a dit la fréquence de la radiation monochromatique absorbée. Alors, on a dit, on parle d'une radiation monochromatique. Vous savez très bien que la lumière blanche est une lumière polychromatique. Elle est formée par plusieurs radiations et son spectre est continu. En absorbant un quantum d'énergie H nu de valeur adéquate, un électron de l'atome passe de l'état de niveau d'énergie En à un état de niveau d'énergie supérieur Em. La variation d'énergie est égale à Em en N est égale à H nu. Et ceci explique bien si on passe par exemple du niveau fondamental, c'est-à-dire de E1 au premier état excité, c'est-à-dire au niveau d'énergie E2, ça lui correspond une radiation bien déterminée. Nu 1, 2, si on veut noter. Je m'excuse si on revient ici. Donc, le résultat qu'on vient de voir est un résultat général. On peut le généraliser si on prend par exemple le cas d'un atome d'hydrogène. C'est l'atome le plus simple. Et il est formé par un noyau et un électron qui gravite autour du noyau. Alors, pour l'atome d'hydrogène, par exemple, la quantification de l'énergie se traduit par la relation En égale moins E0 sur N au carré. Avec moins E0 est égal à moins 13,6 eV. Et on rappelle que 1 eV, un électron-volt, est égal dans le système international à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Cette énergie En, moins E0, représente l'énergie de l'état fondamental. Pourquoi l'énergie de l'état fondamental? Parce qu'elle correspond à N est égal à 1. Donc E1 est égal à moins E0 sur 1 au carré est égal à moins E0 qui est égal à moins 13,6 eV. Et N, un entier naturel non nul représentant le niveau d'énergie. Alors, en regardant cette formule nous renseigne, traduit en fin de compte la quantification d'énergie, c'est-à-dire l'énergie que peut prendre un atome n'est pas continue. Elle est discrète, peut prendre que certaines valeurs.
Par exemple, on a dit pour n est égal à 1, le niveau le plus bas, c'est l'état stable, c'est l'état fondamental. À ce moment-là, E1 est égal à moins 13,6 eV. Pour le premier état excité, c'est-à-dire le niveau d'énergie 2, E2, à ce moment-là, pour 2, n est égal à 2, on a 2 au carré, c'est 4, donc moins E0 sur 4, c'est-à-dire moins 13,6 sur 4, on trouve moins 3,40 eV. Pour l'autre état aussi, et ainsi de suite. Or, on peut, en utilisant cette relation, déterminer la valeur de la radiation, de la fréquence de la radiation absorbée. Par exemple, si on veut déterminer la fréquence de la radiation absorbée pour passer de l'état fondamental au premier état excité. On a vu que à ce moment-là, l'atome absorbe le quantum d'énergie h nu. Et h nu est égal à quoi? Est égal à E2 moins E1. On a la valeur de E2, on a la valeur de E1, on a dit E2 moins E1 est égal à h nu, on connaît la valeur de la constante de Planck, on peut en déduire la fréquence de la radiation utilisée. Puisqu'on s'intéresse à l'atome d'hydrogène, si on regarde par exemple le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène. Alors, vous voyez ici, pour le spectre visible, ici, on observe qu'on a 4 raies absorbées. La raie qu'on appelle H-alpha, la raie H-bêta, et la raie H-gamma, et la raie H-delta. Si on utilise la formule théorique, on a lambda est égal, puisque W est égal à H nu, W est égal à H nu est égal à HC sur lambda, donc lambda s'écrit HC sur W. Et W, c'est le quantum d'énergie qui a permis d'absorber la raie alpha. Et cette raie correspond au passage de l'atome du niveau excité E2 au niveau excité E3, c'est-à-dire du premier niveau excité au deuxième niveau excité. Alors si on remplace H par sa valeur, 6,626 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde, la valeur de C, la célérité de la lumière dans le vide, est égale pratiquement à celle dans l'air, est égale 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. La valeur de E3, on a vu tout à l'heure, si on revient à la valeur de E3, c'est moins 1,51. La valeur de E2, c'est moins 3,40 eV. Alors, à ne pas oublier qu'il faut convertir les valeurs des énergies dans le système international, c'est-à-dire multiplier le eV par 1,6 10 à la puissance moins 19, donc en joules. Alors, le calcul nous donne la valeur 657 nanomètres, c'est-à-dire 657 10 à la puissance moins 9 mètres. Alors, si on regarde la valeur obtenue expérimentalement ici, elle correspond, elle est au voisinage de 660 nanomètres. Donc ça, c'est l'arrêt H-alpha qui correspond à la transition de l'atome du niveau 2 au niveau 3. H-bêta, vous pouvez vérifier à la maison qu'elle correspond à la transition du niveau 2 au niveau 4. H-gamma du niveau 2 au niveau 5. Et H-delta du niveau 2 au niveau 6. Vous voyez que les transitions à partir du niveau 2 au niveau d'énergie supérieure se trouvent dans le spectre visible de la lumière blanche. Alors pour les autres transitions, donc comme on vient de dire en fin de compte, que lorsque l'énergie H nu transportée par un photon correspond exactement à une transition d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie supérieur EM, il est absorbé. Le choc à ce moment-là, il est dit inélastique. Il y a absorption du
photon, c'est-à-dire du quantum d'énergie. Lorsque cette énergie ne correspond pas exactement à une transition d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie supérieur Em, le photon à ce moment-là n'est pas absorbé, mais simplement diffusé, c'est-à-dire il est éjecté dans une direction quelconque. Le choc à ce moment-là est élastique. Bien sûr, le choc entre qui? Entre les photons et l'atome. Et à ce moment-là, on parle d'un choc élastique. Et si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie d'ionisation, on a vu tout à l'heure que passer du état fondamental à l'état d'énergie zéro, c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini, pour l'atome d'hydrogène correspond à 13,6 eV. À ce moment-là, le photon est absorbé et l'atome est ionisé. On doit faire attention, il y a une différence entre ce qu'on vient de dire ici. Vous faites attention que pour que le photon soit absorbé, c'est-à-dire il transfère son énergie aux atomes, il faut que l'énergie transportée par le photon corresponde exactement à l'énergie qui permet une transition, c'est-à-dire le passage d'un niveau à un autre. Si on passe de En à Em, donc le quantum d'énergie, s'il est égal, H nu est égal exactement à Em moins En, à ce moment-là, il est absorbé. Sinon, il n'est pas absorbé, sauf si l'énergie transportée par le photon est supérieure à l'énergie d'ionisation. Mais dans le cas de l'expérience de Frank et Hertz, on n'a pas utilisé de photons, on a utilisé des électrons, qui ce sont des particules. Dans ce cas, si l'énergie transportée, l'énergie cinétique, transportée par l'électron, et ne correspond pas à une transition d'un niveau à un autre, deux cas se présentent. Si cette énergie est inférieure à l'énergie qui permet à une transition, à ce moment-là, l'électron n'est pas absorbé. Donc, le choc est élastique, il continue son chemin avec son énergie cinétique. Mais si l'énergie cinétique de l'électron est supérieure à une transition donnée, de l'état fondamental à un état excité, ou bien d'un état excité à un autre état excité, à ce moment-là, l'électron, il cède uniquement la quantité d'énergie nécessaire, comme c'est le cas pour les atomes de mercure, on a vu 4,9 eV. Donc c'est le passage du premier état, c'est-à-dire l'état stable, au premier état excité, 4,9 eV. Et si l'électron a par exemple 5,1 eV, il va céder 4,9 eV pour la transition de l'état fondamental au premier état excité, et il lui reste 5,1 moins 4,9, 0,2 eV. Donc, sous forme d'énergie cinétique, il va continuer son chemin. Mais pour le photon, si on a un photon de 5,1 eV, il n'est pas absorbé. Et il ne cède aucune partie de son énergie. Donc, à ce moment-là, il est diffusé. Donc, vous faites très attention entre l'énergie transportée par un photon et l'énergie transportée par une particule, comme l'électron. Alors, comme on vient de voir, on a vu les spectres d'absorption d'un atome. Si on s'intéresse maintenant au spectre d'émission d'un atome. Alors, si on prend un tube, comme tout à l'heure, contenant de la vapeur de mercure sous faible pression, mais maintenant porté à haute température, je m'excuse. Donc, on a dit porté à haute température. Ce tube, à ce moment-là, il émet de la lumière. Et si on disperse la lumière émise par la vapeur de mercure portée à haute température, alors on obtient le spectre suivant. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a que
certaines radiations visibles sur un fond noir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le spectre obtenu, c'est le spectre d'émission du mercure. Il est constitué d'un ensemble de raies. Mais si on regarde de plus près, on a superposé ici, on a mis au-dessous le spectre d'absorption des atomes de mercure qu'on a obtenu tout à l'heure. Si on regarde ici, vous voyez que les raies, les radiations émises ici correspondent exactement aux radiations absorbées. Donc, vous voyez ici que les longueurs d'onde des radiations émises sont précisément égales à celles des radiations absorbées. En fin de compte, le spectre d'émission, si on peut le dire entre guillemets, et le spectre d'absorption sont inversés. Du spectre d'absorption au spectre d'émission, il suffit que les radiations absentes ici donc deviennent claires et les radiations claires deviennent sombres. Mais tout à l'heure on a parlé en fin de compte de l'atome d'hydrogène. Donc en fin de compte, l'absorption ou bien l'émission, les transitions, l'énergie émise ou bien l'énergie absorbée sont aussi quantifiées pour l'atome de mercure. C'est la même chose pour l'atome d'hydrogène. Donc, pour passer, tout à l'heure, on a parlé pour les transitions du niveau 2 au niveau 3, et du niveau 2 au niveau 4, du niveau 2 au niveau 5. Alors, ça pour l'absorption. Pour l'émission, c'est l'inverse. Donc, si on passe du niveau 3 au niveau 2, l'atome va céder exactement la même énergie, puisque c'est la même radiation, et chaque radiation, elle est formée par des photons qui transportent la même quantité d'énergie, W est égal à h nu. Donc, la radiation émise, si on veut déterminer sa fréquence, il suffit d'écrire que h nu est égal à la valeur absolue de E2 moins E3, c'est-à-dire la valeur ici qui est moins 3,39 eV moins 1,51 eV en valeur absolue, ce qui revient à dire que h nu aussi s'écrit, c'est E3 moins E2. Donc, l'énergie, la radiation émise, sa fréquence est égale à la radiation absorbée. Et vous voyez qu'on peut retrouver, en utilisant ou bien le spectre d'absorption ou bien les spectres d'émission d'un atome, on peut calculer les niveaux d'énergie d'un atome donné. Bon, pour l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple, on a vu que N s'écrit moins E0 moins 13,6 eV sur N au carré. Alors, si on calcule, avant de calculer, par exemple, on a vu le cas de l'atome d'hydrogène. Vous voyez, pour le cas de l'atome de sodium, on obtient une radiation jaune ici. En fait, pour l'atome de sodium, on a une radiation double, de radiation jaune très voisine, de longueur d'onde au voisinage de 5,89, plutôt 589 nanomètres, l'une autour de 5,89 nanomètres, l'autre c'est de 5,89,6 nanomètres. Donc en fait pour l'atome de sodium, on a une double raie ici. Pour l'argon, vous voyez, on a d'autres radiations ici émises, c'est le spectre d'émission de l'argon. Ça, c'est pour le cadmium. Donc, vous voyez que le spectre d'absorption, ici d'émission, c'est simple, on peut en déduire, on a dit, le spectre d'absorption. Il suffit d'inverser les radiations claires
deviennent sombres et les radiations sombres deviennent claires. Que les spectres d'émission ou d'absorption, en fin de compte, constituent les cartes d'identité des atomes. Et à ce moment-là, on peut, en utilisant le spectre atomique, d'identifier un atome donné. C'est pour cette raison, donc, il y a plusieurs études des spectres atomiques. Parmi ces applications, c'est l'étude des corps interstellaires. Par exemple, l'étude d'une comète, de quoi elle est formée, quelles sont la nature des atomes qui constituent une comète donnée. En étudiant les spectres d'émission d'une telle comète, on peut déduire la nature des éléments qui constituent une comète donnée. D'une manière générale, le spectre atomique d'émission ou d'absorption donne donc des informations sur la nature de l'atome, son état dynamique, son abondance, son environnement, etc. Et l'observation des spectres recueillis à partir des objets célestes montre que les étoiles, les galaxies et le milieu stellaire contiennent essentiellement divers éléments et composés chimiques connus sur Terre, tels que le cadmium, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, etc. Vous voyez ici, on a ici un spectre, vous pouvez le voir, est-ce qu'il s'agit d'un spectre d'absorption ou d'émission, puisqu'on a ici des cannelures. Vous voyez que le Soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre de la lumière. Donc ce qu'on va analyser, c'est le spectre d'émission du Soleil. En analysant le spectre d'émission du Soleil, on peut, et en identifiant les radiations émises au spectre des différents atomes, on peut en déduire les atomes qui constituent le Soleil. Et d'une manière générale, la base de l'astrophysique, la spectroscopie a permis aux astronomes d'identifier chaque objet du ciel par la simple analyse de son spectre. Ainsi, un spectre uniformément coloré, dit spectre continu, permet de connaître la température et la densité d'une étoile. Si le spectre est cannelé, doré sombre, l'astronome peut en déduire que certains éléments sont présents dans l'étoile, chacun étant caractérisé par une raie bien déterminée, propre à l'état de vibration ou de rotation des éléments. De leur emplacement dans le spectre, il peut déterminer la vitesse de l'étoile. Enfin, l'étude d'une raie prise isolément renseigne l'astronome sur la température, la pression et les mouvements de l'atmosphère de cette étoile. Donc, on peut connaître, comme on vient de voir, que l'étude et l'interprétation des spectres atomiques ont permis des progrès considérables dans la connaissance de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est-à-dire l'étude des structures des atomes. Et de connaître, on a dit, de l'infiniment grand, c'est-à-dire c'est de connaître les astres, les étoiles et leurs structures et de quoi ils sont formés et de mieux connaître l'espace stellaire. Donc vous voyez que l'étude des spectres atomiques présente un intérêt très important. Bon, c'est pour cette raison, chers élèves, je vous invite à naviguer sur l'Internet et de découvrir les mondes du spectre atomique. Alors, enfin, notre séance arrive à son terme et je vous remercie pour votre attention.